Comment concrètement financer la souveraineté au moyen de la dette privée? Voilà le sujet qui va nous animer à présent sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'avoir été rejoints par Véronique Aubin. Bonjour Véronique Aubin. Bonjour. Vous êtes présidente de Xelis Family Office. Nous avons été rejoints également par Aurélien Leguet. Bonjour Aurélien Leguet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des investissements d'Agrica. Et puis enfin, nous avons le plaisir d'être toujours avec Clément Auboin. Bonjour Clément Auboin. Bonjour. Directeur des investissements Debt Corporate chez Arkea Asset Management. On a fait un focus en première partie avec Clément Auboin sur la définition de la souveraineté chez Arkea Asset Management. Il peut y avoir d'autres définitions de la souveraineté. Véronique Aubin, une question vis-à-vis des clients que vous avez chez Xelis Family Office. Est-ce que vous constatez que la thématique souveraineté est plus demandée qu'avant, en lien peut-être avec les sujets de défense, avec le sujet guerre en Ukraine, ou alors les sujets réindustrialisation nés au moment de la crise Covid? Est-ce que vous avez constaté une augmentation de la demande des investissements sur la thématique souveraineté? Alors, une augmentation, oui. Après, notre clientèle, ce sont des familles. Donc, naturellement, les familles, lorsqu'elles investissent, elles pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, au monde dans lequel leurs petits-enfants vont vivre. Bien sûr. Donc, c'est assez naturel pour ce type de clientèle. Et effectivement, ils n'ont pas attendu le Covid ou la guerre en Ukraine, d'essayer d'avoir un certain impact concret. D'accord. Avec leurs investissements. Parce qu'ils savent qu'en fait, ils veulent protéger finalement leur génération future. D'accord, mais Donc, ça date pas d'il y a 5 ans. Ça date pas d'il y a 5 ans. Après, ça s'est renforcé. C'est vrai que il y a 15 ans, vous aviez effectivement des gens, quand vous commenciez à discuter un peu avec eux de leur allocation stratégique d'actifs, qui vous disaient je veux juste que mon patrimoine grossisse le plus possible. D'accord, performance. Voilà, maintenant c'est quand même de plus en plus rare. D'accord. Ok. Ouais. Alors, c'est quoi la première chose qu'on demande? Parce qu'on parle quand même de placer ses économies, de réfléchir peut-être à une transmission au sein de sa famille, mais la première demande, la première condition n'est pas un sujet de performance. Alors, la première condition, la performance est quand même importante. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'ESG, avec le track record qu'on a sur l'ESG, nous a montré que c'était possible, tout en essayant d'être vertueux, de faire de la performance. Ça, on le sait. Donc, la performance reste importante. Mais tant qu'à faire, autant flécher ses investissements vers quelque chose d'utile. Après, qu'est-ce qu'on considère comme utile? Et ça rejoint un peu la thématique de la souveraineté. Qu'est-ce qu'on considère comme de la souveraineté? Finalement, en fait, ça dépend de chacun. Donc, ça dépend de chacun de vos clients, par exemple? Exactement. D'accord. On n'a pas une sorte de thématique qui ressorte, qui soit plus importante que les autres. Chacun a sa propre définition. Il y a des gens qui vont naturellement aller vers la défense parce qu'ils se disent « je veux que mes enfants grandissent dans une démocratie ». Donc, on défend le modèle français. Le modèle français, européen, exactement. Ouais. Vous avez des gens qui vont vouloir soutenir l'industrie d'un territoire en particulier. On a par exemple des clients qui peuvent habiter en Bretagne et qui veulent soutenir l'activité économique en Bretagne et qui veulent investir dans des entreprises bretonnes. D'accord. Donc, vous avez effectivement toutes sortes de demandes différentes et il n'y a pas vraiment de thématique. Et c'est ça qui est super, c'est que quelque part, c'est une manière de complètement personnaliser son investissement. Alors, vous allez nous expliquer comment est-ce que vous mettez en place une méthodologie justement pour répondre à ces différentes demandes. Juste avant, Aurélien Leguet, pour le coup, chez Agrica, vous avez une définition très claire de la thématique souveraineté en lien avec l'activité d'Agrica. Chez vous, on parle de souveraineté alimentaire. Oui, au final, nous avons fait, moi je considère, de l'appro sans le savoir. C'est-à-dire que le terme de souveraineté est très en vogue. Mais je considère qu'il y a une définition qui appartient un peu à chacun. Bon, moi, je suis pas assez vieux, mais je me souviens quand même que nos grands-parents, dans les années 50, ils avaient des coupons pour pouvoir se nourrir après la Seconde Guerre mondiale, et que donc on a demandé à nos agriculteurs de nourrir la France. Et Agrica est un groupe de protection sociale dédié au monde agricole, avec une gouvernance paritaire, c'est-à-dire que nos administrateurs sont composés pour moitié de représentants de syndicats salariés et pour moitié de représentants de syndicats patronaux du monde agricole. D'accord. Et nous avons une ambition RSE d'accompagner la résilience du monde, la résilience sociale et environnementale du monde agricole. Et dans ce cadre, on pourrait revenir après, la dette privée est un bon outil puisque alors, quand on dit dette privée, en fait,
En fait, c'est un peu un gros fourre-tout, puisqu'on peut avoir... Donc, souveraineté, tout le monde a sa définition, et dette privée, tout le monde a sa définition, c'est ça? C'est-à-dire en fait que on a des tailles d'entreprises qui peuvent ne rien avoir. Quand vous faites de la dette privée, vous pouvez financer un LBO d'une société de 15 milliards qui en rachète une autre de la même taille. Vous pouvez avoir du financement à 300 000 € d'une PME. Vous pouvez financer aussi des actifs, des énergies renouvelables, des infrastructures, des bateaux, des avions. Comment vous faites, votre sélection, du coup, dans cette grande thématique de dette privée avec un filtre souveraineté alimentaire? Alors, nous allons en fait spécialement regarder en fait la notion au final de territoire. D'accord. Et donc on perçoit un continuum entre la transition énergétique en finançant des moyens de production, éoliennes, panneaux photovoltaïques de manière assez classique, mais aussi un secteur que moi je trouve très intéressant qui est la méthanisation. D'accord. Le biométhane, d'utiliser soit des déchets alimentaires, soit des déchets agricoles pour générer du méthane qui va être réinjecté dans le réseau. D'accord. Ah oui, donc quand on parle de souveraineté alimentaire, ça peut aller jusqu'à des sujets énergétiques, si tant est que ça ait un lien sur la chaîne de valeur alimentaire, si je comprends bien, agroalimentaire. Tout à fait, mais en même temps, quand on parle de panneaux photovoltaïques, ça peut être des panneaux photovoltaïques qui vont être mis sur des ombrières au-dessus de vignes dans le sud-ouest parce qu'il y a trop de soleil et qu'en fait, le vin va être... La personne qui m'a raconté l'histoire se reconnaîtra. Les vins, en fait, avec trop de soleil, sont trop alcoolisés. Et donc, il y a un moment où faut arrêter quand même. Et donc il vaut mieux que le soleil serve à créer de l'énergie plutôt qu'à alcooliser le vin, si je comprends bien. Voilà, tout à fait. Et aussi, on a, on a identifié quelques fonds niches qui vont accompagner, en fait, des PME ETI françaises de la galaxie agroalimentaire avec... des indicateurs sociaux ou environnementaux. C'est-à-dire, concrètement, on va déterminer quelques KPI, et si ces KPI sont là où elles doivent aller, eh bien, en fait, l'emprunteur va payer moins cher sa dette, et idéalement, s'il ne respecte pas ses engagements, il la paiera plus cher. Un mot peut-être de méthodologie. Alors, on va continuer avec vous, Clément Auboin, puis vous nous expliquerez effectivement comment vous sélectionnez les entreprises dans lesquelles vous investissez. Chez Arkea Asset Management, vous fonctionnez comment? Parce que vous nous avez effectivement donné en première partie une définition de la souveraineté chez Arkea Asset Management. Comment on définit ce qui est une entreprise qui correspond à cette thématique souveraineté et ce qui ne l'est pas? C'est en discutant avec le dirigeant ou on peut avoir une approche un peu plus scientifique du sujet? C'est une très bonne question, mais qui est en fait assez centrale par rapport à l'intervention d'Aurélien et de Véronique. C'est-à-dire que Véronique dit globalement qu'il faut apporter du sens et que le sens est un point clé, notamment de l'investissement du client final. Ce que dit Aurélien, c'est qu'il y a une méthodologie en fait forte et au milieu d'un mesclum assez large sur lequel on pourrait finalement, moi en qualité de gérant, je pourrais faire rentrer à peu près tout. En fait, nous, la réalité de notre job, elle est assez simple. C'est que moi, je me présente à Aurélien et à Véronique en ayant des résultats et en opposant des méthodes. Et cette méthodologie, pour répondre à la question, c'est qu'on s'engage, une fois que je gère l'argent d'Aurélien et de Véronique, sur une grille sur ce qui correspond à un investissement et ce qui ne correspond pas à un investissement. D'accord. Avec une grille qui est claire et qui est opposable aussi dans le temps, en fait, par rapport à mes clients. D'accord. Et cette thématique-là, donc comme je le citais dans les différentes thématiques, dont l'agroalimentaire, le cas échéant, en fait, crée cette logique de souveraineté. Et cette logique de souveraineté, en fait, soyons clairs, elle n'a pas été construite en disant il y a un momentum marketing, elle a été construite sur la base d'un deal flow, en fait. Et la réalité de ce deal flow, et pour reprendre ce que Aurélien mentionnait, c'est qu'il y a un vrai continuum entre le territoire, l'entreprise, les salariés. Mais on va regarder quoi concrètement? On va regarder le nombre d'embauches, par exemple, sur le territoire. C'est très simple. La chaîne de valeur. D'accord. La chaîne de valeur. Où sont mes fournisseurs, à qui je vends. Ensuite, c'est la réalité du business model. Est-ce que c'est exportable ou pas exportable? C'est la réalité des brevets et de la technicité même de l'entreprise. D'accord. Tout ça rentre dans une grille et ça rend quelque chose d'assez basique, souverain ou pas souverain. Une fois qu'on a dit ça, il y a des zones grises. Typiquement, nous, dans notre thématique d'investissement,
la réalité de l'infrastructure est un petit peu moins éligible de notre côté parce que c'est pas ce qu'on vend à nos investisseurs globalement. On vend pas d'une dette infrastructure. Il y a une équipe très compétente qui le fait par ailleurs, mais on vend une dette d'entreprise purement. Voilà. Donc, en synthèse, méthodologie et méthodologie confrontable en fait à nos clients pour en fait matcher complètement cette idée de sens. Véronique Aubin, comment est-ce que vous créez des méthodologies uniques à chaque fois en fonction des besoins d'impact et de souveraineté des clients que vous accompagnez ? En fait, les discussions préalables, lorsqu'on met en place l'allocation stratégique pour les clients, peut être très longue et très approfondie, très fouillée. D'accord. Après, derrière, une fois qu'on a déterminé les classes d'actifs dans lesquelles on veut aller avec le client, et bien sûr, la diversification est clé, parce que même si on veut avoir un impact, je vous donnais l'exemple de la Bretagne tout à l'heure, on ne va pas mettre 90% du portefeuille dans des entreprises bretonnes. Évidemment, ça serait pas raisonnable. Mais pardon, je rebondis sur l'exemple breton. Ça veut dire que souvent, quand même, il y a un biais territorial quand on parle de souveraineté ? Pas souvent, mais ça peut. D'accord. Après, le principe de souveraineté, ça peut être sur un territoire aussi vaste que l'Europe. D'accord. Parce que, voilà, on fait quand même partie d'un ensemble qui est l'Union européenne et qui aussi est un support de souveraineté. Mais effectivement, derrière, ce qui va être très important, et effectivement, c'est de sélectionner des gérants qui ont une thèse d'investissement extrêmement claire, avec un réel alignement d'intérêts. Nous, on fait très attention à ça. C'est-à-dire que les gérants aient leur propre argent investi dans le fonds, ça et pas qu'un peu, vraiment dans des proportions importantes. C'est très important, de manière à aligner réellement les intérêts. Et nous, on va préférer dire à un client, écoutez, cette thématique hyper spécifique, hyper niche que vous nous avez indiquée, on a trouvé des acteurs qui le font, mais finalement, la manière dont ils le font, leur discipline d'investissement, leur thèse, leur alignement d'intérêts ne correspond pas à nos critères. Donc, en fait, je suis désolée, mais on n'a pas trouvé le gérant qui va vous permettre aujourd'hui de jouer cette thématique. D'accord. On préfère ça plutôt que de les laisser effectivement aller entre les mains de gens un peu moins disciplinés qui, parce qu'ils ont collecté énormément de fonds, vont être un peu moins regardants. Donc il y a une vraie exigence avec qui on travaille sur les sujets de souveraineté. Exactement, parce que ça reste de l'investissement. Et donc, du coup, il faut quand même appliquer les mêmes critères de l'investissement. La discipline, la thèse d'investissement, les critères, c'est très important. Et la dette privée ? Pourquoi financer la dette privée, la souveraineté avec la dette privée quand justement vous parlez de souveraineté ? Quand est-ce que le sujet de dette privée arrive sur la table ? Alors, la dette privée, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un peu inhérent à cette classe d'actifs de financer la souveraineté, au minimum la souveraineté économique, puisque dès lors que vous prêtez, puisque la dette privée, ça consiste à prêter à une entreprise, dès lors que vous prêtez à une entreprise, vous soutenez l'activité de cette entreprise et le territoire de cette entreprise. Donc, c'est un peu inhérent à la classe d'actifs. Nous, nos clients aiment beaucoup cette classe d'actifs et elle fait partie des portefeuilles depuis un moment parce que c'est une manière d'avoir effectivement un impact concret en prenant un risque important, mais légèrement moindre que lorsqu'on va sur le private equity, puisqu'étant prêteur et non actionnaire, comme dans le private equity, on a quand même un rang de priorité en cas de problème un petit peu plus favorable. Et ça va bien avec le côté patrimonial des familles. Aurélien Leguet, quand on est effectivement un acteur de la protection sociale du monde agricole ou de l'agroalimentaire, mais surtout du monde agricole, on doit intégrer une notion de risque, j'imagine, dans la sélection des fonds qui vont être sur cette thématique de souveraineté alimentaire. Comment est-ce que vous construisez vos allocations d'actifs sur le sujet en matière de dette privée ? Alors, historiquement, nous étions très présents. On a dû commencer le private equity sur la partie non cotée il y a 20-25 ans. Ça fait une petite dizaine d'années qu'Agrica fait de la dette privée. Et en fait, comment on l'adresse ? En fait, un peu comme tous nos investissements, dans le sens où, pour simplifier, moi, je considère que je suis un acheteur. D'accord. En face de moi, j'ai des gens qui veulent me vendre des produits financiers. Et donc, au-delà du joli discours qui va m'être servi, le but, c'est de savoir si derrière, il y a vraiment des processus robustes, des équipes de qualité, engagées, et que c'est pas très joli comme ça en habillage, c'est pas juste du marketing. D'accord, on veut une méthodologie.
Oui, et en fait, moi j'ai la même analyse sur tout ce qui est souveraineté alimentaire que sur la souveraineté, ce qui est sur la défense ou ce qui est sur la biodiversité. Mon objectif, c'est de savoir si en fait un gérant, c'est pas juste dire il y a une demande et donc je vais lancer un produit. Est-ce que j'ai une réelle expertise sur la thématique ? Pas vraiment, mais c'est pas grave. Je vais dire que j'en ai une, et puis ça va marcher. Voilà, moi mon objectif, c'est d'identifier ça, D'accord. et de pas investir là, et d'investir chez des gens qui sont vraiment compétents et qui pour qui la thématique, il y a vraiment par exemple sur la thématique de la biodiversité, qui est une thématique très intéressante qu'on est en train d'étudier. Honnêtement, pour l'instant, c'est extrêmement difficile parce que pas trop grand monde sait. En fait, on est dans la même situation qu'avec l'empreinte carbone vers 2017-2018, où tout le monde disait d'accord, mais on n'a pas de données extra-financières pour mesurer. Donc là, on a la biodiversité. Donc en fait, c'est un peu le concours l'épine du fonds biodiversité. Tout le monde a sa méthodologie. Il faut être honnête qu'il y a certaines méthodologies qui tiennent la route, ou en tout cas qui sont prometteuses, et puis il y en a qui sont un peu plus et donc comment est-ce que vous défrichez quelque part ces sujets-là ou les différents fonds? Donc en fait ça va être l'historique et l'équipe et potentiellement la méthodologie proposée, c'est ça? Si on regarde la biodiversité, malheureusement on ne peut pas avoir de track record puisqu'en fait c'est totalement nouveau. Donc le but c'est d'identifier les choses qui vont être les plus intelligentes. Ma chance, c'est que sur l'agroalimentaire, c'est quand même une classe d'actifs qui est traitée par un certain nombre de sociétés de gestion spécialisées depuis quand même un certain temps. Donc en fait là-dessus, oui, on a des track records. Voilà comment nous procédons. Clément Aubouin, il nous reste quelques secondes, mais si je comprends bien, il y a quand même pas mal d'exigences sur le sujet. C'est normal. C'est finalement tout ce qu'on se dit là et on va dire l'exigence nécessaire pour un thème qui est alors de notre point de vue et a fortiori à titre même strictement personnel qui est quelque chose de très important pour les 10, 15, 20 prochaines années de notre territoire et de notre pays. Voilà. Merci à tous les trois, on va devoir s'arrêter là. Merci Clément Aubouin, directeur des investissements d'Ed Corporate chez Arkea Asset Management. Merci Véronique Aubin, présidente de Xelis Family Office. Et merci Aurélien Leguet, directeur des investissements chez Agrica. Merci à vous d'avoir suivi Smart Patrimoine et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.